Bonjour à tous. Alors nous allons maintenant parler des enjeux territoriaux autour de l'eau. On a rappelé plusieurs fois depuis le début de ce festival que l'eau est une ressource rare. Ça implique qu'il faut la préserver, mais aussi la partager. D'où l'enjeu de la gestion durable de l'eau dans les milieux naturels notamment. Donc on va étudier un peu cette question à travers le prisme de deux milieux naturels différents, les zones humides et le cas particulier de l'île aux oiseaux. Je vais vous présenter rapidement les deux intervenants qui sont ici. Il y a Annette, qui est donc représentante de l'association de l'île aux oiseaux, qu'elle va nous présenter mieux elle-même. Et Patrick Lapouillade, qui est responsable du CPIE, qui est le centre permanent d'initiative pour l'environnement, en Médoc. Voilà. Et donc qui s'occupe plus précisément de la préservation des milieux naturels humides, des zones naturelles humides. Donc Patrick, on va commencer par vous, si vous voulez bien. Si vous voulez bien nous présenter peut-être le CPIE et les actions qu'elle met en œuvre en Médoc. Avec plaisir. D'abord, merci à tous et un grand merci à Madina et puis à l'ensemble de l'organisation de nous avoir de nouveau invités à participer à ces discussions. Avant peut-être de présenter ce que peut faire l'association en termes de travail sur les zones humides, peut-être rappeler pourquoi est-ce qu'on est là finalement. Le Médoc et le Saint-Émilionnais, au départ, on pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément énormément de liens. On parle aujourd'hui de l'eau, plutôt transversale par nature. Et en fait, le Médoc, on est dans un pays coincé entre deux eaux. Hein. Le nom de Médoc provient probablement d'ailleurs d'une racine latine qui dirait in medio aquae, au milieu des eaux. On est un territoire qui est véritablement construit au travers d'un rapport souvent conflictuel d'ailleurs avec l'eau, mais qui s'est construit véritablement au travers de ce rapport-là. Voilà, on est protégé de l'estuaire par une digue, on lutte côté océanique et autres. On est sur un territoire où l'eau a une très très grande importance et on reste sur des espaces, ce que tu disais, espaces naturels de zones humides, aujourd'hui des espaces qu'on qualifie de zones humides, mais qui finalement sont le fruit de 800 ans et un peu plus de travail des différentes communautés humaines pour bâtir ce territoire. Donc ce qu'on qualifie aujourd'hui d'un espace naturel, c'est un espace où l'homme a une présence importante, une responsabilité dans le cadre de la gestion de ces espaces et puis de leur fonctionnalité ou des services qu'ils peuvent nous rendre. Moi, c'est peut-être là-dessus que je réinterviendrai sur le lien qu'il y a entre ces espaces et puis effectivement la qualité, la quantité d'eau qu'on peut avoir aujourd'hui à notre disposition. Je te passe la parole, Anne. Merci. Bonjour à tous, à toutes. Voilà, je me présente, Annette Canlorbe. Et je suis ici en tant que représentante d'une association de défense de l'île aux oiseaux. Et je suis très heureuse d'intervenir dans ce forum de discussion parce que je pense qu'il est important de défendre ce type de milieu fragile qui est remarquable, exceptionnel. Je présente tout de suite l'île aux oiseaux telle qu'elle. Si vous voulez. Bon, très bien. Donc voilà, je vous ai fait un petit PowerPoint. Donc l'île aux oiseaux, eh bien, au milieu du bassin d'Arcachon. Donc ici, vous avez... Je me trompe, je ne suis pas très habituée avec cet appareil. Je ne l'ai pas là, le petit... Bon, je ne l'ai pas. Je ne sais pas où il est. Bon, vous avez donc une petite carte en haut. On vous représente l'agglomération de Bordeaux et à 60 km environ, le bassin d'Arcachon. Donc le bassin d'Arcachon, en son milieu... se trouve l'île aux oiseaux, qui est une île assez importante. Donc à marée basse, sa superficie est multipliée par 10. Elle fait à peu près 2700 hectares, alors qu'à marée haute, eh bien, elle ne fait que 245 hectares. Donc c'est un site qui est la propriété du domaine public maritime, sous l'attribution du Conservatoire du littoral et la gestion de la commune de la Teste-de-Buc, qui est sur le bassin d'Arcachon. Elle est occupée actuellement par des concessionnaires, c'est-à-dire des personnes qui bénéficient d'une autorisation d'occupation temporaire. Et ces personnes donc ne peuvent y résider que partiellement. On ne peut pas habiter à l'île aux oiseaux à l'année.
C'est un site assez remarquable, donc par sa faune, par sa flore, et particulièrement pour la faune, par son avifaune, parce que c'est un lieu de migration où beaucoup d'oiseaux viennent se nourrir et se reposer l'hiver. Vous voyez ici qu'il y a des chenaux qui pénètrent dans l'île aux oiseaux, qu'on appelle des esteilles, et ils se ramifient et permettent aux usagers de pénétrer à l'intérieur avec leur bateau et de se rapprocher des différents quartiers. On parle de quartiers, ce sont des petits villages qui comportent tous, chacun d'entre eux, une dizaine de cabanes. Et parmi ces quartiers, il y a au nord de l'île aux oiseaux le port de l'île, à l'ouest le quartier qui s'appelle l'Afrique, parce qu'il est desservi par l'Esteille d'Afrique. Un peu plus au sud, vous avez en face l'Ilote. Et puis, enfin, desservi également par un esteille, vous avez le Saos, donc le quartier qui est le plus au sud. Saos, en patois, c'est le sud. Voilà, donc cela représente, dans le domaine public maritime, 42 cabanes où les personnes viennent et vivent au rythme des marées, bien évidemment. Je vais peut-être repasser la parole pour une... Je continue ma présentation ? Comme vous voulez, oui, monsieur. Oui. Alors, je voulais vous parler ensuite de notre association. Donc, cette association, c'est une association de défense qui comprend des inscrits maritimes en activité ou à la retraite, et dont le président est monsieur Michel Legrand, dit Pépé Legrand, parce que vous savez que sur le bassin d'Arcachon, dans ces milieux ostréicoles, il y a beaucoup de surnoms. Hein, voilà, donc on appelle ça des chaffes. Et ce monsieur, qui est grand, effectivement, s'appelle Pépé Legrand. Donc c'est un ostréiculteur à la retraite, il est passionné, passionnant. Il est vraiment, ce milieu lui tient à cœur, pour lui c'est quelque chose de très très important. Et les autres membres de l'association, nous ne sommes pas très nombreux, c'est une petite association de 30 personnes, sont également très très impliqués. Pour eux, cette vie à l'île aux oiseaux, ce milieu, c'est viscéral. Ça, vraiment, c'est quelque chose de très important pour eux. Et ils tiennent beaucoup à ce site, à le préserver, et aussi aux traditions qui s'y rattachent. Hein, donc la chasse, la pêche et l'ostréiculture par le passé. Voilà, donc pourquoi est née cette association ? En fait, elle est relativement récente. L'île aux oiseaux a de tout temps été habitée par des professionnels de la mer, des ostréiculteurs et des pêcheurs. Donc autrefois, quand il n'y avait pas de moteur sur les bateaux, les gens se déplaçaient à la voile, il y avait des pinasses à voile, et c'était très difficile pour eux, après avoir travaillé sur les parcs, de rentrer à terre. Donc ils étaient installés à demeure sur l'île aux oiseaux. Il y avait des quartiers beaucoup plus importants que ceux qui existent actuellement. Et donc ces gens vivaient là en autonomie parce qu'il y avait un puits artésien qui pouvait fournir de l'eau potable à longueur d'année aux usagers. Et puis par la suite, avec le développement des bateaux à moteur, eh bien, les gens sont rentrés à terre. Et donc il y a eu de moins en moins d'occupants à l'île aux oiseaux. L'île aux oiseaux, en 2005, alors qu'elle était gérée jusqu'à présent par les ponts et chaussées des affaires maritimes, a vu son attribution donnée au Conservatoire du littoral. Donc ça a été un grand changement pour les concessionnaires. Et c'est à ce moment-là eh bien, qu'ils se sont réunis en association, un peu une association de défense, parce que c'est vrai que l'administration avait des exigences qui pouvaient être difficiles à comprendre par les usagers. Donc il a fallu un temps de discussion, un temps de dialogue pour parvenir à s'entendre. Et maintenant, c'est le cas, hein, en gros. Toujours ? Oui. Bon, donc les actions de notre association. Il y a 3 volets principaux. Le premier volet, c'est la protection contre la montée des eaux et contre l'érosion, et aussi la protection contre la pollution. Alors, je vous montre ici un quai, parce qu'en effet, pour protéger l'île aux oiseaux et ses cabanes, eh bien, il a fallu ériger et entretenir des quais. Donc ici, c'est un quai qui se situe dans le quartier nord de l'île aux oiseaux, au port de l'île, et vous voyez qu'il était en très très mauvais état. Donc, les gens de notre association, qui sont des professionnels de la mer, ont du matériel. Ils ont des bateaux ostréicoles, ils ont des grues, ils ont des outils, ils ont une compétence, une connaissance qui leur permet de faire ce travail plus facilement que pour des plaisanciers. Donc, ils se sont réunis
Et ils ont érigé, donc vous voyez le quai que je vous ai montré auparavant, c'est le quai qui était devant la cabane qui est complètement à droite. Et pendant, disons, un été, tout un été, en travaillant bien évidemment avec des gros coefficients de marée parce qu'il faut amener le matériel le plus près possible du site, ils ont érigé tout ce quai. Actuellement, ce quai n'est pas tout à fait semblable à ce que vous voyez là, parce qu'il y a une partie, du fait qu'il n'avait pas été comblé derrière, qui s'est déchaussée. Mais la cabane est préservée et le quai a été renforcé depuis. Alors pour vous montrer exactement en quoi consiste ce travail, qui est un travail phénoménal, un travail très très important, voilà, je vais vous présenter d'autres vues. Quand on veut donc consolider un quai, ce qui est le cas là dans un autre quartier, eh bien il faut charger et décharger du matériel. Donc pour ça, il faut des bateaux adéquats. Ici, vous voyez qu'on renforce un quai parce qu'il a été attaqué à sa base par un ver qui se trouve dans la vase. Voilà, vous voyez à la limite là, on voit que le bois commence à être rongé. Donc pour éviter cet effritement, eh bien on apporte le matériel. Avec un motopompe, on enlève l'eau et le sable pour pouvoir planter des épieux. Là, ils ont pris des morceaux de bois exotiques pour que ce soit plus résistant. Ensuite, bien évidemment, il faut les aligner et puis progresser comme ça sur plusieurs marées, petit à petit. Mais c'est vraiment un travail extrêmement difficile, extrêmement long. Alors voilà, vous avez plusieurs vues de ce quai donc, qui a été consolidé. Voilà, finalement, à la fin, ils sont arrivés au terme de ce travail. Et puis par la suite, pour éviter justement à nouveau que la base du quai soit rongée, eh bien, à l'aide d'un petit engin, le garde gestionnaire du Conservatoire du Littoral, M. Duprat, avec les autorisations spéciales, bien évidemment, on est en site classé, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais je vais revenir sur ce classement, prélève donc du sable et de la vase dans l'estey qui dessert ce quartier, et puis vient le déposer contre le quai pour renforcer et consolider l'ensemble. Bon, vous voyez ici, vous avez toute une partie qui n'est pas protégée par le quai. Vous voyez que l'effritement et l'érosion est importante. Là aussi, un apport de matériaux va permettre de retarder l'érosion. Voilà, en plus, ce travail a permis de dégager les stèles qui s'envasaient, et donc ça va faciliter la navigation et l'accès au quartier. Alors, on parlait d'érosion. Il y a une érosion avec un déplacement du trait de côte qui est important. Alors, cela est dû bien sûr au phénomène des marées, mais cela est dû aussi aux différentes tempêtes qu'il y a pu avoir, notamment la tempête Xynthia. Et il y a successivement des phénomènes d'ensablement ou des phénomènes d'envasement. Et vous avez une partie de la côte, là au nord, qui se déchausse. Et vous voyez qu'une ligne de tamaris qui se trouve là, alors déjà ces tamaris doivent lutter contre les éléments, vous voyez, qui sont très petits, très trapus, parce qu'ils sont soumis bien évidemment au vent et à l'air marin. Ils se déchaussent, donc ils risquent de mourir et la côte ne sera plus tenue par la végétation. Donc l'érosion sera encore plus importante. Donc on va replanter des tamaris, ça, on a commencé à le faire. Bon, avec plus ou moins de succès, parce que le milieu n'est quand même pas complètement favorable. Alors, à l'ouest de l'île aux oiseaux, là, je n'ai pas de diapositive, il y avait tout un ensemble de pins qui a subi un phénomène de submersion, et ces pins sont pratiquement disparus. Donc, depuis 2009, après Xynthia, on a fait avec succès une plantation qui, là, se maintient et qui évolue bien. Alors, un autre travail de notre association, c'est le nettoyage et la lutte contre la pollution. Donc, à chaque fois que l'on va à l'île, on ramasse des déchets qui traînent sur la plage. Malheureusement, avec le phénomène de marée, eh bien, il y en a assez souvent. Et tous les ans, à la même époque, au mois de mai, il y a une journée de nettoyage qui est organisée par la mairie de La Teste. Et vous voyez que les bateaux, là, c'est le bateau du garde gestionnaire, on ramasse énormément de choses, des vieilles annexes échouées, des bateaux qui ont été abîmés, qui ont été largués, beaucoup de débris de toutes sortes, beaucoup de matières plastiques. Et vous voyez, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a quand même 800 kilos de verre, et ça, c'est extrêmement dangereux parce que lorsque vous marchez l'été et que ces verres sont brisés, eh bien, vous vous blessez.
Et tous ces débris sont collectés et sont amenés à une benne qui se trouve au port d'Arcachon. Alors, un autre volet sur lequel je vais revenir, mais je n'ai pas tout à fait terminé en ce qui concerne la protection. Je vais quand même avancer un petit peu parce qu'il y a une diapositive que je voulais vous montrer. Il s'agit d'entretenir aussi des lacs d'automne. Les lacs d'automne, ce sont des petits lacs artificiels qui sont donc au bord d'une tonne. Une tonne, c'est une hutte de chasse. Donc vous en voyez, là vous en apercevez au fond de la diapositive. Ce sont donc des petites huttes qui se trouvent dans un encaissement et qui flottent et qui montent selon la hauteur d'eau. Et devant se trouvent des petits lacs artificiels qui sont maintenus en eau par des digues et qui sont des réservoirs pour les anguilles, pour les crevettes, pour les petits crustacés. Donc ils ont un rôle important. Alors bien évidemment il y a la chasse qui fait que les tonnes sont occupées, mais il y a aussi un rôle au niveau du maintien d'un écosystème qui est fragilisé, notamment les anguilles, on le sait, sont en voie de disparition. Alors pour revenir au rôle de notre association, donc on a vu le rôle, voilà. Il y a aussi l'entretien, je n'en ai pas parlé, du puits artésien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'île aux Oiseaux, il y avait des habitants depuis très longtemps. Et ce puits artésien a été, en 2010, on a mis une caméra à l'intérieur pour voir son état, pour voir s'il était toujours, parce qu'il coulait de moins en moins fort. Donc pour savoir s'il fallait le maintenir en état, l'améliorer, c'est ce qu'on pouvait faire. Et en fait, il y a des gens de l'île aux Oiseaux qui continuent à l'utiliser. Il faut maintenant une pompe pour avoir de l'eau, mais il est en bon état et la source qui l'alimente est à la même profondeur que la source des abattis. Donc c'est une eau qui est consommable et qui peut permettre aux gens de boire si jamais ils n'ont pas apporté suffisamment d'eau de terre. Parce qu'actuellement, bien évidemment, quand on va à l'île aux Oiseaux, on amène des cantines d'eau. C'est plus facile que d'aller à la source qui se trouve à l'autre bout de l'île, avec des cantines, une brouette, etc. Mais autrefois, c'était un lieu où les femmes se réunissaient, elles allaient chercher leur eau, elles faisaient leur lessive, et on en a parlé hier, on parlait des fontaines. Eh bien, il y avait ce rôle un petit peu qu'on trouve dans les villages, autour des fontaines, où les gens se réunissaient, pouvaient discuter et vaquer leurs occupations. Alors, l'autre volet qui est important, et je crois que ça va faire plaisir au monsieur qui est intervenu tout à l'heure, c'est le rôle éducatif de notre association. Un rôle de transmission. Donc, le garde gestionnaire va dans les écoles de la Teste et fait donc tout un travail éducatif en montrant le phénomène des marées aux enfants, leur expliquant le phénomène des marées, en leur montrant les différents oiseaux qui sont en migration, en leur expliquant comment les limicoles notamment se nourrissent sur le bassin, etc. Donc tout ce rôle en amont éducatif, après, est mis en application sur le terrain par des travaux pratiques en quelque sorte. On amène les enfants des écoles sur le terrain, on leur montre comment la chaîne alimentaire, comment ça fonctionne, etc. Et pour les enfants, ils sont ensuite passionnés et tout ce travail, il y a un suivi derrière à l'école. Vous voyez ici, on les amène dans le village justement de Pépé-le-Grand, où ils vont être accueillis dans une cabane. On va leur expliquer les traditions de l'île, comment vivaient les gens, comment vivent les gens actuellement, comment ils se déplacent. Voilà, comment le site est fragile, comment il faut faire attention à la ressource qu'est l'eau. Voilà. Et ces enfants, pour eux, c'est dans la pratique après une journée qu'ils n'oublieront pas. C'est quelque chose qui va les marquer à vie. Je pense qu'ils ne vont pas, ils n'en auront pas entendu parler comme ça une fois. Là, c'est vraiment une expérience extraordinaire pour eux. Alors, le troisième rôle important que joue notre association, c'est dans le comptage des oiseaux en migration qui passent donc à l'île aux Oiseaux, qui passent sur le bassin. Alors, parmi ces oiseaux, vous avez des bernaches cravants, qui sont des petites oies et qui passent l'hiver sur le bassin. Elles sont assez nombreuses. L'année dernière, on en a dénombré 70 000. Et elles se nourrissent d'une petite herbe, ce n'est pas une algue qui pousse sur le bassin. Par contre, elles sont de plus en plus nombreuses et la ressource alimentaire commence à diminuer pour elles. Donc voilà, on ne sait pas comment ça va évoluer. Alors, outre ces bernaches, vous avez des canards plongeurs, vous avez des limicoles en grand nombre, donc toutes sortes de limicoles, tous les limicoles qu'on trouve en bord de mer. Et puis, vous avez des petits passereaux
Et parmi ces passereaux, un passereau remarquable qui est la gorge bleue à miroir blanc. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'oiseau de droite, là-bas, il y a un petit miroir. Elle a un peu sous la gorge, il y a un petit miroir blanc, et dessous, c'est un peu comme le rouge-gorge, mais au lieu que ce soit rouge, eh bien, c'est un bleu un peu métallique. Et vous avez aussi des oiseaux qui sont assez remarquables, qui nichent cette fois sur le bassin d'Arcachon, enfin sur l'île aux oiseaux. C'est le tadorne de Belon. C'est un très joli canard et il a comme particularité de nicher dans les trous de lapin. Alors dans les années 80-85, des lapins ont été réintroduits à l'île aux oiseaux. Il n'y en avait plus à cause de la myxomatose et les chasseurs ont réintroduit des lapins vaccinés. Donc il y a toujours un petit peu de myxomatose résiduelle qui existe, mais beaucoup s'en sont sortis, ont creusé des terriers, et depuis qu'on a à nouveau des terriers de lapins, eh bien, les tadornes se sont mis à nicher, et d'année en année, on voit leur population augmenter. Alors, autres oiseaux nicheurs, eh bien, ce sont tous les goélands, donc toutes les variétés de goélands, les 4 variétés de goélands, le brun, l'argenté, le cendré, l'ocopé. Et vous voyez qu'ils nichent au centre de l'île. Alors les œufs sont très peu visibles, hein. Comme la plupart de ces oiseaux sauvages. Il y a un mimétisme qui fait que l'œuf se confond avec la végétation. On le voit très peu. Et vous avez du lichen autour. Et si on ne fait pas vraiment attention, eh bien on peut marcher sur cet œuf, hein, parce qu'il se confond vraiment avec l'environnement. Et autour, vous avez des eaux sèches parce que les goélands ont la bonne idée de nicher au moment où il y a beaucoup de réserves alimentaires dans le bassin, où il y a des sèches. Donc, ils se nourrissent de ces sèches et puis ils les ramènent sur leur lieu de nidification. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour de ma présentation de l'île aux oiseaux. C'est un site remarquable, hein, et tout le monde a à cœur, bien évidemment, de le préserver. Donc, quand on part de l'île aux oiseaux à marée haute, eh bien, c'est la vision que l'on a. Donc, on se dit, au revoir à l'île aux oiseaux, mais à bientôt, parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est d'y revenir. Voilà, je vous remercie de votre attention. On n'a plus ? Non. Je pense que par rapport à ce que disait Eric Orsena, pour ceux qui ont eu la chance d'être là le premier soir, en termes de récit, voilà. L'intérêt pour nous dans le Médoc, c'est effectivement de s'appuyer sur des occupants qui sont en lien direct avec ces espaces, qui ont, ce que tu disais tout à l'heure, Annette, un lien viscéral souvent avec ces milieux-là, alors qu'ils soient chasseurs, qu'ils soient agriculteurs. C'est souvent le cas. La difficulté qui était rappelée effectivement au moment de la conférence, c'est qu'on a souvent une perte de connexion avec ces espaces. Voilà. Nous, on provient d'un territoire sur la pointe Médoc où, dans les années 60, un projet industriel est venu bouleverser ce rapport que les gens pouvaient avoir avec leurs espaces. Et puis, on est passé par une phase de 40 ans d'abandon de zones de marais qui sont très proches de ces milieux qu'on vient de décrire ici, hein, sur des espaces où on a a priori les mêmes enjeux. J'ai quasiment envie de dire que ce qui peut nous rapprocher même au-delà de l'eau, même si c'est très très loin, on a une histoire sédimentaire commune sur ces espaces. Hein. C'est pas pour rien qu'effectivement aujourd'hui sur les coteaux de Saint-Émilion on fait du vin et qu'en Médoc on en fait aussi. Je vous dirai pas quel est le meilleur. Et on partage véritablement ces aspects-là. La difficulté pour un territoire comme le Médoc, et je pense que c'est la difficulté qu'on a dans le rapport au fleuve et dans ce rapport à l'eau qui intéressait tant l'IAGF, ils vont forcément revenir nous voir sur l'estuaire de la Gironde, j'en doute plus, c'est qu'effectivement on est sur certains territoires où ce lien-là, qui est décrit par Annette, il est plutôt perdu. Il y a des gens qui se sont détournés de ces problématiques ou qui en tout cas voient le milieu aquatique comme quelque chose de différent. Voilà. Ce qui est important aussi pour nous à avoir en mémoire, c'est, et je vais encore effectivement utiliser ce que disait Eric Orsena, c'est que l'eau, elle véhicule, et elle a longtemps, très longtemps véhiculé pour nous énormément de problèmes. On est sur des territoires particulièrement humides, le bassin d'Arcachon, les territoires du Médoc, on est sur des prairies, des zones d'anciens marais maritimes, qui pendant longtemps, pour les communautés humaines, n'ont été que synonymes de détresse. Difficulté à circuler, difficulté à vivre. Hein, on meurt du paludisme dans le Médoc jusqu'au XIXe siècle. On a des termes qui sont restés, qui marquent aujourd'hui des territoires entiers. Et pendant des siècles, y compris d'ailleurs la réglementation nationale, n'a eu de cesse que d'essayer de
poldériser, assécher, drainer. On utilisait souvent, et on l'utilise encore, le terme d'assainir ces espaces-là. Voilà. Il faudra attendre véritablement le début des années 70 pour que, à la signature d'une convention internationale que vous connaissez peut-être, puisqu'en général, au mois de février, on fête les zones humides. Alors, sous nos latitudes à nous, on les fête au mois de février. Ce n'est pas la période forcément la plus intéressante. Enfin, pourtant, il y a beaucoup de choses à voir au mois de février, notamment pour ceux qui aiment la migration des oiseaux. Mais dans une ville d'Iran, à Ramsar, effectivement, on a défini une convention internationale qui vise à qualifier ce qu'on entend par zone humide. Les zones humides, en général, c'est une terminologie extrêmement vaste. On est sur des espaces qui vont de l'eau douce à l'eau salée, en passant par l'eau saumâtre. On est sur des espaces temporaires, permanents, plus ou moins profonds, etc. On s'est préoccupé de requalifier et de réglementer ces espaces-là, tout simplement parce que, encore une fois, dans notre histoire, on a eu de cesse de les faire disparaître parce qu'ils étaient contraignants. Voilà. Mais après la révolution industrielle, on a accéléré notre capacité à domestiquer complètement ces espaces, à les rendre utiles, à les faire complètement disparaître à partir du moment où on décidait qu'on avait besoin de place. Voilà. La ville de Bordeaux, elle est construite sur du marais, partout. Aujourd'hui, quand vous allez vous promener dans les magnifiques centres commerciaux des rives d'Arcin, avant, on était sur la commune de Bègles, sur les bords d'estuaires, les bords de Garonne, et on était sur de vastes zones humides. Voilà. 60% de ces espaces-là ont disparu aujourd'hui en Europe, et on est à peu près sur les mêmes chiffres en France, plus de 50% dans les 30 dernières années, et ce phénomène, il continue de s'accélérer. On a besoin d'espace, on a besoin de modifier ces espaces pour des activités agricoles, et l'énorme paradoxe dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit, on se documente de mieux en mieux, la connaissance scientifique est passée par là, on a besoin de ces espaces pour garantir effectivement la qualité et la quantité d'eau. Je ne vais pas vous décrire aujourd'hui toutes les fonctionnalités de ces espaces et tous les services qu'ils rendent aux communautés humaines, mais on pourrait citer l'épuration de l'eau. Si au bord des grands fleuves, on a de grandes unités de zones humides, si au bord effectivement de l'océan Atlantique, on a tout le réseau des anciens marais maritimes qui a tendance également à énormément disparaître, c'est parce que ce sont des grands régulateurs des fonctions épuratrices du milieu. Voilà. On va transformer de la matière sur ces zones-là. On va capter du sédiment. On est sur des zones de circulation très lente des flux. On va fixer des sédiments. On est bien évidemment dans des réservoirs de biodiversité considérables. On est sur des territoires qui écrêtent le phénomène des crues. On s'en aperçoit en général à nos détriments, à chaque grande tempête hivernale, 1999, Xynthia, etc. On se dit tiens, on n'aurait peut-être pas dû construire jusqu'ici. Voilà, ou au bord de fleuves, de certains fleuves où on a fait disparaître ces espaces-là. On est sur des fonctionnalités dont on a besoin. Voilà. Et quand je disais tout à l'heure qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ces espaces, on est encore une fois sur des espaces qui sont loin d'être des espaces de pleine nature qu'on peut connaître en haute montagne ou sur d'autres types de territoires. On est véritablement sur des territoires construits par l'homme. Et la grande difficulté aujourd'hui, dans ce rapport qu'on a notamment à l'eau, c'est qu'on s'est un petit peu détourné de la gestion de ces espaces-là sur certains territoires. Le nôtre en est un bel exemple. Et aujourd'hui, on doit reconquérir finalement ces espaces-là. Il faut arriver à retrouver du lien. Voilà, moi j'aimais bien l'idée d'Éric Orsena du récit sur ces espaces parce qu'on s'est un petit peu déconnecté. Voilà. Et on a besoin effectivement de travailler, non pas en excluant justement une partie des gens qui aujourd'hui continuent d'occuper ces territoires, alors qu'ils soient chasseurs, qu'ils soient habitants, qu'ils soient pêcheurs ou autres, mais notre difficulté aujourd'hui, c'est de se reconnecter à ces gens-là, de voir comment est-ce qu'on peut apporter peut-être plus de connaissances, des moyens différents de gestion, mais en tout cas s'appuyer sur leurs connaissances et leur savoir-faire. Ça, c'est une nécessité absolue. On le voit avec le monde agricole, alors on aurait dû avoir avec nous Guillaume Rioux aujourd'hui, mais voilà, nous, dans le travail qu'on peut faire, y compris avec le monde agricole, les éleveurs notamment, on voit bien qu'on est véritablement dépendant de ce rapport que eux ils entretiennent avec la nature. Voilà. Parce qu'encore une fois, on est dans la viscéralité. On est dans des choses qui sont de l'ordre à la fois du technique, mais aussi du sentiment, de la sensation. Et on a besoin effectivement de ça pour arriver à reconquérir ou à gérer ces espaces-là si demain on veut avoir de l'eau. Si on veut avoir de l'eau de bonne qualité, si on veut avoir de bonnes quantités d'eau disponibles pour l'ensemble des gens, on aura besoin de ces espaces-là. Voilà. Donc, typiquement, le travail que fait l'association, c'est un travail qui est similaire au vôtre. Nous, on n'est pas directement occupants de ces espaces, mais on essaye de travailler avec la pluralité, effectivement, des gens qui sont encore sur ces territoires
pour faire comprendre qu'on a véritablement besoin de les considérer différemment aujourd'hui, plus juste des zones, on en discutait encore hier à table, où il y a des moustiques. Oui, c'est vrai, il y aura des moustiques, il y aura toujours des moustiques sur le bassin d'Arcachon, on ne pourra pas faire autrement, il faudra juste réapprendre peut-être à vivre avec. Mais surtout, ce dont on s'aperçoit, y compris sur ce sujet-là, c'est que si on est absent de la gestion, on va subir effectivement ça. Si on est acteur, si on maintient de l'eau de bonne qualité, des bonnes quantités de masse d'eau, si on a encore des éleveurs sur le territoire, on aura des moustiques, certes, mais s'ils ont autre chose à manger que de l'humain, qu'ils ont un petit peu de chevaux, un petit peu de moutons sur lesquels elle est prélever un petit peu de sang, on ne sera pas directement concerné. Donc moi je dis souvent, on enfonce souvent des portes ouvertes dans ces questions-là, c'est comment on se reconnecte aussi avec un petit peu notre passé finalement, puisqu'il y a eu des périodes de l'histoire où ces questions-là étaient peut-être plus évidentes que maintenant, et on a besoin effectivement de revenir sur ces choses-là. Mais l'idée, c'était qu'on vous fasse parler aussi, puis qu'on réponde éventuellement à vos questions. Bonjour, merci pour votre dialogue. Voilà, moi je suis un spécialiste de l'image, donc je vis dans ces espaces humides, que ce soit sur les nombreuses îles qui sont dans notre embouchure, que ce soit aussi du côté de Saint-Cyr sur Gironde, où on connaît bien tout l'impact de l'homme aussi, et en même temps la corrélation entre l'homme et l'eau, puisque avant c'était vraiment des marais, et que les Hollandais sont venus épurer un petit peu tout ça. Et puis il se trouve aussi que j'habite sur le bassin d'Arcachon, et donc je capte des images, donc je passe des nuits et des jours à aller voir ces fameux gorges bleues. Moi, il y a quand même quelque chose, alors c'est en marge un petit peu du thème de l'eau, mais évidemment je suis dans l'eau, mais le vrai problème c'est qu'il y a une gestion qui est un petit peu... J'y amènerai pas de mots parce que je suis très ému dessus, mais il se trouve qu'il y a des zones Natura 2000 dans lesquelles, effectivement, l'eau est bien préservée et tout le biotope. Et le problème, c'est que si on voit tous ces oiseaux, c'est qu'il y a des chasseurs partout et que ça pose quand même un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, vous vous baladez dans ces zones d'eau et puis c'est protégé, c'est sur des sites migratoires et vous vous faites doubler par des gens qui ont des fusils alors qu'on est dans 500 hectares pour le domaine de Certes réservé à l'eau, à la préservation, et là, en toute impunité, ah, mais c'est réglementé, oui, mais on chasse le canard, et à l'entrée, il y a la Ligue de protection des oiseaux. Alors, c'est en marge de l'eau, mais je trouve que qu'est-ce que seraient les zones humides s'il n'y avait pas toute la faune et la flore? Voilà, c'est une question que je lance comme ça. Moi, je suis très étonné à chaque fois. Il n'y a pas de réponse. Oui, je vais vous répondre. Bon, je ne suis pas spécialiste du tout, mais sur le domaine de Certes, je sais qu'en fait, les tonnes qui existent, ce sont des tonnes qui existaient déjà depuis longtemps. Il n'y a pas de nouvelle création de tonnes. Alors, il n'y a pas, je ne sais pas le nombre exact, c'est pas très important. C'est pas peut-être une dizaine de tonnes. Et ces tonnes existent depuis fort longtemps. Et si vous voulez, elles ont, voilà, il n'y a pas de nouvelle création de tonnes et c'est pas une zone. Alors effectivement, le soir à la passée, si vous vous promenez, c'est le moment où les chasseurs, ils vont à la passée, c'est-à-dire ils vont voir s'il y a des canards qui passent ou d'autres oiseaux. Mais il n'y a pas de création de tonnes et il n'y a pas de création de zones de chasse supplémentaires. Alors il faut quand même savoir que un chasseur, c'est vrai, pour des gens qui ne sont pas chasseurs, ça peut être perturbant. Moi, je ne chasse pas, donc je peux pas. Je parle vraiment de façon neutre. Mais ce sont aussi des gens qui sont des grands observateurs de la nature et qui peuvent avoir un rôle de protection et prendre des mesures de protection. Voilà, ce sont des gens qui peuvent aussi donner une alerte sur certaines choses. Après, parmi les chasseurs, c'est comme partout, il y a des gens qui sont des bons chasseurs, des chasseurs vraiment responsables, éco-responsables, je dirais. Et puis il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle des viandards. Donc ça, malheureusement, voilà, comme aurait dit M. Ursona, il y a des cons partout. C'est ce qu'il nous avait dit lors de sa première intervention. Mais là, il y en a parmi les chasseurs comme ailleurs. Après, il y a peut-être des personnes dans la salle qui sont des chasseurs qui pourront peut-être vous répondre mieux que moi. Je ne sais pas. Le bon et le mauvais. J'ai perdu de vue le monsieur. Ah pardon, voilà, je vous avais perdu de vue.
C'est une vraie question et c'est une vraie question à la fois complètement légitime, ça c'est sûr, et en même temps particulièrement intéressante. Moi, je travaille dans le Médoc, donc la cohabitation avec le monde de la chasse, je sais ce que c'est. C'est une question vraiment de société aujourd'hui, ce rapport à ça. Je ne parle pas du rapport philosophique à la chasse, je parle de cet aspect de viscéralité vis-à-vis des milieux. Et effectivement, il y a devant nous un chantier aujourd'hui qui reste largement ouvert, qui est dans ce rapport qu'on veut avoir avec la nature. Comment est-ce qu'on dialogue entre gens qui ont plutôt une vision contemplative des choses, et puis ceux qui, au-delà de cette vision contemplative, sont dans cette forme de responsabilité, d'ailleurs, que je pouvais évoquer tout à l'heure, en me disant ouais, ok, moi j'ai un rôle dans cet espace, mais je prélève sur cet espace des choses pour me nourrir et autres, et je veux pas me contenter de acheter un morceau de viande et autres, je veux aller chercher, moi, cette nourriture ou autre. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce rapport-là à la nature, il s'est beaucoup décalé dans le monde de la chasse. Aujourd'hui, on a un rapport à ça qui, comme on peut avoir un rapport à l'alimentation industrielle, comme on peut avoir un rapport à la consommation de masse, eh ben, on l'a aussi dans le monde de la chasse. C'est-à-dire qu'il y a 40 ou 50 ans, c'est des questions qui se posaient beaucoup moins et de façon beaucoup moins forte qu'aujourd'hui. Mais effectivement, c'est une vraie question et ça interroge sur les territoires, ça interroge sur les sociétés dans lesquelles on est, sur effectivement quelle est demain l'évolution de ce rapport-là et quelle est l'évolution de ce monde-là par rapport au fait qu'il faut qu'on aussi réapprenne, moi je dis réapprendre hein, sur le territoire sur lequel je travaille, à vivre les uns à côté des autres. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont persuadés qu'il faudrait se partager non seulement l'espace, mais aussi le temps, c'est-à-dire la temporalité sur l'utilisation des espaces. Et je pense que ça, c'est une erreur de perception. On est tous présents au même moment dans le respect des autres. Et c'est ce qui est parfois encore devant nous. Hein. Voilà, encore une fois, en Médoc, on le vit régulièrement. C'est devant nous, mais c'est un gros chantier, ouais, ça c'est sûr. Ok, merci de votre réponse. Juste 10 secondes pour conclure. Donc, je suis allé gratter un petit peu plus loin pour avoir la vision de nos dirigeants. Et on me dit, ben voilà, les chasseurs, ils ont un fort pouvoir économique et c'est eux qui élisent nos supérieurs hiérarchiques. Voilà, c'est tout ce qui m'a été répondu. Et les oiseaux, ils s'adaptent. Voilà. Merci. Ouais, mais ça c'est une réponse un peu, voilà. Alors après, il y a pas mal d'élus qui se contentent de cette réalité en se disant, en s'abritant déjà parfois derrière. Hein, voilà. Ça leur permet de fuir un peu leurs responsabilités. Heureusement, tous les élus sont pas comme ça. J'ai juste une question courte, ou peut-être que j'ai mal écouté. Vous avez dit que les habitants de l'île aux oiseaux là, ne vivaient pas là l'année. Et quelle est la période inscrite? Vous avez dit il y a 30-40 maisons, c'est ça? Alors, dans le domaine public maritime, il y a 42 cabanes qui sont occupées. On n'a pas le droit de les occuper toute l'année, mais on peut y aller comme on veut. Mais je veux dire, on ne peut pas rester en suivant, par exemple, 10 mois à l'île aux oiseaux. De toute façon, ça ne serait pas possible. Il faut rentrer à terre pour faire des vivres, même si on est pêcheur, même si on est chasseur, même si on se nourrit un peu des produits. Voilà, on est bien au pied de l'eau douce aussi. Le puits artésien est quand même coule faiblement. Voilà, il faut quand même rentrer à terre pour faire des vivres, pour recharger une batterie, parce que je ne vous ai pas parlé, on n'a pas bien sûr d'électricité, donc on s'éclairait autrefois avec des bouteilles à gaz, on avait des manchons, on ne trouve plus de manchons maintenant dans le commerce, donc soit on a des panneaux solaires, pour certaines cabanes, certaines en ont. Soit, comme moi, j'ai une batterie et j'alimente un petit néon avec ma batterie. Après, on a des bougies, on a des petites lampes, voilà. Donc, on se débrouille. Je ne vous ai pas parlé non plus à propos de l'eau. L'eau potable, donc le puits artésien, on ramène de l'eau de terre. Et pour les usages domestiques, eh bien, on utilise l'eau de pluie. Donc, vous voyez, on a parlé dans les interventions précédentes d'un double usage, hein, enfin l'eau de pluie qui nous sert vraiment pour nos usages domestiques. Et l'été, on fait très attention parce qu'il ne pleut pas l'été sur le bassin d'Arcachon, ou très peu. Donc, on est obligé vraiment de faire attention et de rationner la quantité d'eau qu'on utilise. Hein. Donc, pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants, naturellement, ils savent que l'eau, ça ne se gaspille pas. Donc c'est une façon de vivre peut-être un peu comme autrefois, mais qui est pleine d'enseignements. Voilà ce que je pouvais rajouter.
Et pendant l'été, il y a pas des gens en bateau qui viennent, il n'y a pas... Ah non, non, il n'y a Non. rien. Non, non, on va avec nos propres bateaux, on n'a pas de... Personne ne nous ravitaille en eau. Et Non, mais je veux dire, vous Ah, n'avez les pas- touristes qui Oui, viennent. voilà. Ah si, il y a des touristes qui viennent, mais bon, ils restent la journée. Hein. Alors, s'ils dorment, c'est réglementé maintenant. Hein. Enfin, la circulation est réglementée et les gens peuvent passer. Alors, le nombre de nuits, je ne sais pas. Je sais qu'au Banc d'Arguin, c'est encore plus réglementé. Et nous, ils doivent rester à une certaine distance de mouillage. Ils ne peuvent pas trop s'approcher des cabanes, laisser leur bateau. On a une vignette, on a un macaron qui nous permet, nous, de rester plusieurs jours en suivant à l'île aux oiseaux. Sinon, après, il y a les gendarmes maritimes qui passent et qui demandent aux gens d'aller plus loin. Ils ne peuvent pas stationner trop longtemps à l'île aux oiseaux. Alors, c'est le Conservatoire du Littoral qui nous fournit les macarons. On fait une demande avec le numéro du bateau. Hein, chaque macaron est identifié. Et puis, la réglementation autrement, maintenant c'est passé, j'en ai pas parlé, c'est vrai, on dépend maintenant du parc marin. On a été intégré dans le parc marin depuis 2015. Donc il y a des nouvelles réglementations qui ont été mises en place pour la circulation des bateaux et justement pour le stationnement des bateaux, notamment au Banc d'Arguin. Voilà. Pourquoi votre puits artésien est-il moins artésien qu'il ne l'a été? Ben, on ne sait pas trop. Il faudrait, je pense, le recurer peut-être peut-être parce que la nappe qui l'alimente Oui, a baissé tout simplement. Hein, à mon avis, c'est parce que justement la pression dans les nappes profondes, les abattis tirent l'euro à peu près à 400-450 mètres, dans les Hauts-de-Seine aussi, je crois. Et c'est certainement parce que la pression de ces eaux diminue et que donc l'eau, naturellement, ne peut plus remonter. Hein. Oui, et d'ailleurs autrefois, il y avait même une réserve d'eau et il y avait bien sûr autrefois, je vous parle peut-être dans les années 1920, il y avait un muletier qui passait donc avec sa mule et qui passait dans les différents quartiers, les différents villages et qui apportait de l'eau potable aux gens. Donc les gens n'avaient même pas besoin d'aller avec leur cantine, leur brouette, chercher de l'eau, puis les femmes y allaient pour faire la lessive. Mais voilà, il y avait quelqu'un qui passait, qui alimentait les quartiers avec de l'eau. Mais ça, c'était il y a fort longtemps. Voilà. Alors moi, je voudrais savoir comment se passe l'évacuation des déchets sur cette petite île. Est-ce que vous avez des toilettes sèches et qu'est-ce que vous faites de vos eaux de vaisselle et de vos eaux de lessive? Voilà. Alors on fait très attention, on utilise des produits biodégradables. Il y a des toilettes sèches pour certaines cabanes. Autrement, on a des fosses septiques. Des fosses septiques et comme je vous dis, on fait avec beaucoup de parcimonie, on fait extrêmement attention et nos eaux de lessive, on fait assez peu de lessive, vous savez, un maillot de bain l'été c'est pas grand chose et autrement on ramène les vêtements à terre pour faire des lessives à terre tout simplement. Voilà, on porte suffisamment de rechange. On ne va pas, bien sûr, faire les lessives de draps comme faisaient autrefois les personnes qui demeuraient à l'île pendant plusieurs semaines et voire plusieurs mois. Voilà. Juste, je voulais revenir sur ce que vous évoquiez par rapport au puits artésien et effectivement à cet abaissement de pression au niveau des nappes. On est clairement dans ce schéma et il faut avoir conscience que sur les territoires sur lesquels on est, c'est un risque permanent. Sur la pointe Médoc aujourd'hui, encore une fois, nous on est coincé entre deux masses d'eau salée, l'océan Atlantique et l'estuaire de la Gironde. Et le risque chlorure sur la pointe, il est extrêmement fort. Sur la commune du Vernon-sur-Mer, depuis quelques années, on n'a plus d'adduction d'eau potable. C'est terminé. La pression ayant tellement diminué effectivement dans la nappe qui servait à alimenter la commune, eh bien, on a de l'eau salée et des chlorures qui sont infiltrées directement. Aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on est sur, globalement, jusqu'à une limite qui va pratiquement jusqu'à Ourtin. On est sur un secteur qui est extrêmement à risque pour cette portion-là de territoire. Sans parler de demain du projet de la communauté urbaine de Bordeaux, effectivement, de venir prélever au niveau de la nappe sud-Médoc pour alimenter demain une communauté urbaine à plus d'1 million de personnes. Donc on est véritablement sur des choses qui vont très très vite nous rattraper. On est sur des enjeux qui sont à nos portes aujourd'hui, complètement. Donc ça veut dire qu'y compris dans ces usages économes, effectivement, de l'eau, dans la gestion effectivement de nos effluents et autres, j'ai envie de dire, l'île aux oiseaux, c'est un bon modèle
c'est un bon modèle peut-être en miniature, mais des enjeux qui sont les nôtres et des comportements qu'il faudra probablement qu'on adopte, j'allais dire dès demain, en tout cas le plus vite possible. Voilà. Qu'on soit effectivement conscient que les produits qu'on utilise à partir du moment où on les fabrique pas nous-mêmes, où effectivement on n'est pas sur... voilà, on peut... Alors on pourrait revenir après aussi, ce sera une autre discussion sur la biodégradabilité des produits, leurs normes de qualité, etc. Biodégradabilité ne voulant pas dire que c'est pas quelque chose de neutre pour l'environnement, même si c'est biodégradable. On peut avoir des choses tout à fait biodégradables, mais qui peuvent avoir un impact terrifiant sur l'espace, justement. Donc voilà, on est aujourd'hui dans cette confluence des choix qui s'offrent à nous pour se dire, voilà, demain, est-ce qu'on va pouvoir continuer à ouvrir le robinet, ne serait-ce que ça, et boire un coup d'eau. Bon, je suis médocain, donc je vais prendre mon exemple. Dans le Médoc, on a eu le problème ostréicole des eaux non traitées d'une usine privée, je crois me souvenir, qui avait détruit la totalité de nos réserves ostréicoles. Qu'est-ce qu'on a de nos jours pour contrôler ça et justement surveiller que ça ne va pas venir dans nos nappes, que ça ne va pas revenir tout à nouveau détruire, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour surveiller ça? Alors, qu'est-ce qu'on a hormis notre bonne volonté et l'envie, effectivement, de faire que les entreprises soient demain plus responsables, si on ne veut pas qu'effectivement l'épisode de pollution sur l'estuaire lié à Decazeville, sur le Lot, se reproduise, on a pas mal de leviers. On a déjà celui d'interpeller régulièrement nos élus sur ces sujets, puisque bon, le cadmium, aujourd'hui, c'est l'arbre qui cache la forêt dans l'estuaire de la Gironde, puisque on sait qu'on a du stock de cadmium pour encore à peu près un bon siècle. On sait aujourd'hui que par contre c'est une pollution qui est résorbée. On sait qu'on va pouvoir effectivement s'en débarrasser progressivement, mais aujourd'hui on pourrait parler, après avoir pendant des années travaillé avec l'Université de Bordeaux sur zinc, mercure, plomb, etc. Aujourd'hui on aborde d'autres types de pollution. On sait que demain, on sera confronté à d'autres éléments. On sait aujourd'hui aussi qu'à partir du moment où on cherche, on trouve. Voilà. Moi, j'étais, il y a pas si longtemps que ça, puisqu'on a beaucoup travaillé sur la question de l'ostréiculture en Médoc. En ce qui nous concerne, on a longtemps, enfin depuis 15 ans, œuvré avec l'Université de Bordeaux à démontrer qu'on pouvait redévelopper une filière ostréicole sur le territoire, ce qui est le cas depuis 4-5 ans. Et en faisant ce travail, en travaillant avec les universitaires du Bordeaux, je ne vais pas citer son nom parce qu'on ne sait jamais, c'était une belle blague, mais moi on a un camarade de jeu là, qui disait souvent, donc chercheur à l'université de Bordeaux, par rapport, quand on l'interrogeait sur la qualité de l'eau de l'estuaire de la Gironde, c'était de dire, par rapport notamment aux produits pharmaceutiques utilisés régulièrement, il a coutume de dire que si demain tu as mal au crâne, bois un verre d'eau de l'estuaire, il y a autant de paracétamol que dans un Doliprane. Donc bien évidemment, c'est une boutade, d'accord, mais c'est pour illustrer quelque part le chantier qui est devant nous. On sait aujourd'hui que sur les traitements hormonaux, sur effectivement l'usage, encore une fois, des médicaments, c'est des choses qu'on ne suit pas ou très peu. Voilà, on a toujours un temps de retard finalement sur l'industrie et sur l'industrie pharmaceutique notamment. Donc, à part effectivement faire qu'aujourd'hui le législateur, donc quelque part les élus, prennent en compte véritablement les histoires du passé et qu'on soit à même aujourd'hui de plus mettre en œuvre aussi des formes de contre-pouvoir, il n'y a pas véritablement aujourd'hui de remède miracle. Par contre, on a une capacité, pareil, qu'évoquait effectivement Éric Orsena, alors il la vivait de façon plutôt négative, de ce que j'ai compris, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de mouvements citoyens, on a beaucoup plus de moyens aujourd'hui d'aller finalement interroger, y compris d'ailleurs quand les règles sont tombées, quand il y a une décision effectivement qui est tombée, on a encore la possibilité d'aller questionner, d'interroger et de rendre compte aussi à la société pour qu'il y ait des gens qui s'imprègnent de ces problématiques et puis qui fassent des choix et qui se positionnent. Voilà. Donc
Mais effectivement, en dehors de ça, on peut aussi éduquer les industriels, hein, ça arrive, on peut les former, on peut discuter avec eux. Il y a aussi, voilà, les choses changent. Il y a des jeunes qui sortent de formation universitaire aujourd'hui avec d'autres choses en tête, d'autres enjeux pour eux aussi, donc qui se ressentiront probablement demain dans les entreprises. Enfin, en tout cas, j'espère. Bon, ben, je te repasse la parole alors. Bon, moi j'ai une question. Est-ce que finalement le problème dans tout ça, c'est quand même le fait qu'on ait une approche trop fonctionnelle ou économique de tous ces espaces naturels finalement, et même au niveau politique. Par exemple, je vais donner un exemple qui est celui de ma ville, Marseille, où on a eu le parc national des Calanques, il n'y a pas si longtemps. Avant ça, personne ne s'occupait vraiment de la pollution ou de la surpêche en Méditerranée, en tout cas à Marseille, à côté. Et d'un coup, on a beaucoup de réglementations qui sont sorties, etc. On a commencé à apprendre qu'il y avait des usines qui déversaient des eaux douces dans l'eau salée, ce qui bouleverse complètement les écosystèmes, et ça depuis des années. Et on n'en avait pas du tout connaissance. Et aujourd'hui, on en a connaissance seulement parce qu'il y a l'intérêt économique du tourisme qui a fait son apparition, et donc on commence à s'en préoccuper. Et ce qui est dommage quand même, c'est qu'on commence à s'en préoccuper seulement pour des intérêts économiques et pas seulement pour la préservation de l'espace tel qu'il est. Et c'est un peu pareil que ce que vous disiez, Patrick, sur les milieux humides qui sont inutiles, où il y a plein de moustiques, c'est pas agréable. Ben, peut-être, c'est vrai que ça va peut-être pas attirer énormément de touristes, mais il faut peut-être s'en préoccuper quand même. Alors, moi, je ne connais pas le cas de Marseille en particulier. Je sais juste que là encore, il y a des gens quand même des lanceurs d'alerte, il y en a eu depuis très très longtemps. C'est vrai qu'après, les pouvoirs publics, essentiellement les pouvoirs publics, peuvent sembler sur certains de ces territoires un peu à la traîne ou un peu en retard. Ça, c'est une première chose. On ne peut pas tout voir, il faut espérer qu'on ne verra pas demain peut-être tout par le prisme effectivement de l'économique. Aujourd'hui, et d'ailleurs heureusement, par rapport aux années 60 ou aux années 70, quand une entreprise veut installer une activité, les règles les ont rattrapées, les industriels, et puis effectivement on doit rentrer aujourd'hui dans une procédure qui est que d'abord je peux éviter d'avoir un impact, est-ce qu'ensuite je peux réduire cet impact, et est-ce qu'au final il faudra que je compense cet impact. Alors, pour être tout à fait honnête avec tout le monde, je vais prendre l'exemple de l'estuaire de la Gironde, puisque c'est celui que je connais, et puis on parle aussi de ce secteur-là. Dans 70% des cas, alors c'est un chiffre qui n'est pas de moi, qui est de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau sur l'estuaire de la Gironde, 70% aujourd'hui des dossiers qui sont déposés, on estime qu'ils sont non conformes à la législation éviter, réduire, compenser. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des industriels, dans cette optique-là, ils vont d'abord à la compensation. Pourquoi ? Parce que eux, leur modèle économique, il est construit. Ils ont un prévisionnel, ils ont un seuil de rentabilité, ils savent où ils vont. Donc là où ils interrogent en général les experts, c'est, bon, finalement, la zone sur laquelle je vais avoir un impact, concrètement, je vais schématiser, mais elle coûte combien ? Qu'est-ce que je dois compenser ? C'est quoi le chèque ? Combien je vous dois ? Et on oublie souvent qu'en amont, logiquement, on a dû se poser la question de est-ce que je peux éviter mon projet à cet endroit-là ? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit pour le faire ? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit meilleur où le faire ? Et est-ce que je ne peux pas, à la source, déjà réduire, moi, les impacts que je vais avoir sur le milieu ? Donc, encore une fois, dans 70% des cas, on n'est pas véritablement dans cette logique. Le risque, qui est beaucoup débattu, notamment dans le monde associatif de cette logique-là, c'est qu'aujourd'hui, on peut essayer, pour une zone humide, par exemple, de donner une valeur économique à cet espace, en essayant d'intégrer les fonctionnalités, en essayant d'intégrer, par exemple, puisque sur nos territoires c'est important, ce que représente l'économie de la chasse, ce que représente l'économie de l'élevage. Là où on commence à s'arracher les cheveux, c'est si on veut effectivement évaluer les coûts évités. Alors là, c'est le service que peut rendre par exemple cette zone humide dans l'écrêtement des crues. Plus difficile à analyser. Sa capacité d'épuration. Il va falloir des niveaux de recherche aujourd'hui. Si on doit le faire pour chaque unité ou chaque unité fonctionnelle d'espace humide, ça va être un petit peu compliqué.
Et quand on va arriver au point qui fait mal, c'est-à-dire biodiversité, là, ça va devenir extrêmement compliqué, parce que c'est quoi la valeur d'une coccinelle par rapport à un papillon? C'est quoi la valeur d'une loutre si je dois la comparer à celle du ver de terre? Voilà, sachant qu'on a des compartiments biologiques qui sont bien décrits, qui sont fascinants pour un tas de chercheurs. Hein. Vous trouverez plus de volontaires à aller faire de la recherche sur les papillons et dauphins que sur, je sais pas moi, les cafards ou les copépodes marins. Hein, ça fait kiffer moins de monde. Donc on n'a pas le même niveau de connaissance, on n'a pas le même niveau de retour sur ces éléments-là. Et si on arrive à donner une valeur économique à tout, la grosse épée de Damoclès qui nous pèse au-dessus de la tête, c'est qu'il y aura forcément à un moment ou à un autre quelqu'un qui aura de toute façon les moyens de. Donc il faut qu'on touche aussi à, encore une fois, je vais à ce que disait Eric Orsena, c'est-à-dire c'est quoi après par contre la valeur juste de l'histoire, la valeur du récit, la valeur du paysage. Qu'est-ce que ça nous apporte? De quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de voir ça, on a besoin d'entendre chanter des oiseaux, etc. Et ça, on ne pourra pas tout monétariser. Ou en tout cas, il faut espérer qu'on n'arrivera pas à tout monétariser. Enfin, là, on rentre plutôt dans mon point de vue. Mais voilà, parce que là, ce serait quand même un petit peu compliqué. Donc on est dans cette difficulté vis-à-vis de l'industrie, vis-à-vis des gens qui ont un impact sur les milieux, d'animer un débat qui soit productif dans les deux sens. Et c'est là où je rejoins effectivement le projet de l'IAGF et puis les discussions qu'on a depuis 2 jours, fort enrichissantes, notamment avec nos amis historiens et anthropologues ici présents. C'est qu'on a besoin effectivement de ces regards-là pour venir de nouveau interroger sur les territoires finalement le rapport qu'on a à toutes ces questions. Voilà. Est-ce que j'entends bien ce que me dit le gars, l'industriel avec son projet? Est-ce que lui, il entend bien le discours de l'association de protection de l'environnement du coin? Est-ce que les deux entendent bien ce que leur disent les pêcheurs ou les habitants du territoire? Voilà. Et ça, c'est un gros chantier. Voilà. Et je ne vais pas avoir assez des 30 ou 40 prochaines années, moi, pour faire ça. Si, on compte sur toi, Patrick. Faire une armée Moi, avec toi. je voulais juste ajouter quelque chose à propos donc quand même du rôle de l'homme sur les territoires. À l'île aux oiseaux, il y a beaucoup de moustiques. Il y a toujours eu beaucoup de moustiques. À une époque, on ne démoustiquait pas et c'était quasiment impossible d'y rester. Bon, on a fait des campagnes de démoustification à terre, hein, comme à l'île aux oiseaux, comme partout, pour le confort des humains. Donc à tout va, on a projeté du DDT et autres produits similaires. Et puis depuis 2 ans, on a quand même, il y a eu des recherches qui ont été faites sur la quantité donc de DDT qui se trouvait dans l'atmosphère, et on s'est rendu compte qu'on était arrivé à un seuil de saturation. D'ailleurs, nous on le voyait bien parce qu'on a des hirondelles qui nichent à l'île aux oiseaux et on en voyait de moins en moins autour des cabanes. Donc il a été décidé qu'on ne démoustiquait plus. Donc depuis 2 ans, on a des moustiques à nouveau. Eh bien, on fait avec. C'est-à-dire que s'il y a des touques d'eau qui sont mal fermées, eh bien, on saura que des larves, les moustiques vont se reproduire, il y aura des larves. Donc on s'arrange pour pas qu'il y ait d'eau stagnante. Hein. Et puis s'il y a quelques moustiques, eh bien, on prend un produit bio autant que possible, mousticologne et autres, pour se prémunir. Mais voilà, ou de la citronnelle, enfin voilà, on met de la citronnelle et on vit de cette façon et on s'en accommode. Alors effectivement, les touristes qui vont venir à l'île aux oiseaux, ils vont être un peu importunés, et bien tant pis. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut vivre avec les moustiques, on fait partie d'une chaîne de vie et on doit accepter qu'il y ait des insectes qui en plus sont en voie de disparition, puisque j'ai appris récemment que 80% des insectes avaient disparu en Europe et notamment certainement en France. Donc si on veut vivre à nouveau avec des insectes et avec des oiseaux qui se nourrissent des insectes, eh bien il faut accepter le désagrément d'être piqué l'été par quelques moustiques. Voilà. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des moustiques, qu'il y aura moins de touristes. Je vais vous dire pourquoi. Je connais une personne qui travaillait sur le banc d'Arguin et qui s'occupait des oiseaux, du comptage des oiseaux. Et il y a un gros problème. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont des bateaux, qui vont faire des petits pique-niques... Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui remportent leurs déchets dans des petits sacs, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, il y a trop de personnes, il y en a beaucoup trop, qui discrètement mettent
tout ça sous le sable, ça s'appelle enfouir. Et l'hiver, quand il y a des grandes marées, tout cela se découvre et le banc d'Arguin est un dépotoir. Voilà, donc vive les moustiques. Et moi, j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, on a fait une rando, je marche beaucoup, et ainsi qu'en haute montagne, il y a les mêmes problèmes. L'humain, je crois qu'il n'aime pas beaucoup la nature. Et enfin, on a été sidérés au niveau du courant de Huchet, c'est très très joli. Il y a une sorte de petite baie. C'est un dépotoir. Voilà. C'est-à-dire que comme il y a un courant, il y a tous les déchets qui viennent d'Espagne, mais il n'y a pas que les Espagnols. Je pense que personne ne fait attention. Vous n'avez qu'à aller en Croatie. Moi, je suis allée en Croatie il y a très très longtemps. Eh bien, quand les bateaux de luxe sont arrivés, en fait, ils jetaient leurs ordures dans la mer. Ils faisaient des baies adorables, remplies d'ordures. Voilà. Alors, j'ai demandé à des gens qui font du bateau, je lui ai dit, mais est-ce que vous jetiez vos ordures? Eh bien oui, on ne faisait pas trop attention, ça ne nous gênait pas du tout de jeter nos saletés dans la mer. Voilà. Bon. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est vraiment individuellement que chacun a à faire des efforts. Hein. C'est pareil en montagne. Hein. Quand on voit le Toubkal, alors je trouve que c'est triste, il y a plein de gens, là, tous ces gens qui viennent de France, c'est pas cher. En fait, ils laissent leurs déchets, mais comme dans les villages du Maroc, ils n'ont pas les moyens de traiter les déchets. En fait, ils les laissent sur place. Ils ne les retournent pas, ils ne les redescendent pas dans les grandes villes, quoi. On est dans le même problème qu'on évoquait tout à l'heure, c'est notre rapport à la consommation, c'est cette question-là. Donc après, la question n'est pas forcément liée à la fréquentation touristique, même si une hausse importante de ces fréquentations peut avoir des impacts extrêmement importants. Mais on est vraiment là dans une question éducative, on est au cœur des problématiques qui nous occupent avec le biotope, c'est-à-dire comment est-ce que demain on rend les gens plus... Alors non, c'est pas ça que je voulais... Enfin, comment on les rend plus responsables, mais comment on les engage effectivement à changer de comportement ou autre. Vous savez, moi, le geste qui m'interpelle le plus aujourd'hui, je suis un fumeur occasionnel, c'est le geste des gens que je croise tout le temps, partout, hier, tous les jours, en voiture. En Médoc, c'est devenu une plaie puisque ce simple geste-là nous fait cramer 150 hectares, etc. Mais c'est d'un naturel terrifiant. C'est terrifiant. Vous vous promenez dans n'importe quel secteur et vous essayez, moi je l'ai fait une fois, ça donne le vertige. Vous comptez le nombre de gens qui ont ce simple geste. Ils ont une cigarette et ils jettent effectivement leurs mégots, etc. On a un énorme chantier encore devant nous au niveau éducation, c'est clair. Bon, eh bien, je pense que ce sera le mot de la fin. À la conclusion, hein, exactement. Il nous reste plein de travail. Merci Madina. Merci à toi.